Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et d'éducation. L'examen des crédits alloués à la mission enseignement scolaire pour 2021 s'inscrit dans un contexte douloureux pour l'école de la République et pour notre nation. Nous ressentons toujours l'immense émotion générée par l'assassinat abject de M. Samuel Paty, dont nous saluons ici de nouveau la mémoire. Nous avons également à l'esprit l'intensification de la crise sanitaire, laquelle fait craindre la prise de décision risquant de compromettre de nouveau l'accès aux écoles. Dans cette perspective, ce 4e projet de loi de finances du quinquennat nous est présenté par le Gouvernement comme un budget de combat. En effet, l'augmentation des crédits de cette mission prétend donner la priorité à l'école et être de nature à réduire les inégalités scolaires, lesquelles avaient été particulièrement creusées, comme nous le savons, par le précédent confinement. Toutefois, il nous est difficile de croire en la sincérité de cet engagement. Il suffit pour nous en convaincre de rappeler quelques chiffres à notre tour. En effet, là où vous vous enorgueillissez d'une augmentation de 1,6 milliard d'euros, c'est 3 milliards que votre prédécesseur, Mme Najat Vallaud-Belkacem, obtenait à l'occasion du dernier projet de loi de finances du quinquennat de François Hollande en 2016. Cette augmentation avait permis de porter le budget de l'éducation à plus de 68 milliards d'euros pour 2017, contre 53,6 milliards aujourd'hui, et avait conduit à la création de près de 11 700 postes, dont 9 700 postes d'enseignants. Et si, bien sûr. Aussi, vous l'aurez compris, nous considérons ce budget comme marqué d'un volontarisme de façade, traduisant en vérité plutôt une forme d'immobilisme qui ne répond pas aux défis et à l'urgence que l'éducation nationale doit surmonter dans ce contexte. Tout d'abord, nous nous opposons à la poursuite du déséquilibre de traitement que vous opérez entre le premier et le second degré. Notons que la création de 2000 postes dans le premier degré est d'ores et déjà entièrement gagée par la poursuite des priorités données par le Gouvernement, telles que le dédoublement des classes, le plafonnement à 24 élèves, ainsi que sa promesse de ne fermer aucune école rurale. Dans ces conditions, les marges de manœuvre sur les autres classes sont quasi absentes. La disparition du dispositif « Plus de maîtres que de classes », pourtant plébiscité par les enseignants, accentuera ce manque de moyens humains et obérera la possibilité de travail en petits groupes si fructueuse. De même, les remplacements d'enseignants seront dans ces conditions rendus impossibles, alors que le contexte sanitaire devrait nous forcer à envisager cette problématique. Au final, vos priorités pour le premier degré se font au détriment du second degré, à nouveau grand perdant de ce budget. En effet, la suppression de 1 800 emplois doit être corrélée à l'accueil de 28 000 élèves supplémentaires. L'ouverture de 3 000 équivalents temps plein en heures supplémentaires n'est évidemment pas de nature à compenser ces suppressions, tant les conditions de travail des enseignants sont d'ores et déjà dégradées et leur charge de travail intense. Le deuxième point qui nous préoccupe concerne le décalage entre les déclarations et la réalité vécue par les lycées professionnels et agricoles. Sur ce sujet, nous porterons un certain nombre d'amendements concernant leur situation tout à fait critique. Cela est notamment vrai pour l'enseignement agricole, dont le budget stagne et qui doit de plus subir la suppression de 80 postes par rapport à la LFI 2020. La question centrale de la revalorisation salariale des professeurs est encore une fois minimisée. Alors que 814 millions d'euros avaient été budgétés en 2016, seuls 400 millions sont retenus dans ce projet de loi de finances, ce qui équivaut à 37 euros par mois et par personnel. Cette trop faible concession ne compensera pas le déclassement salarial des enseignants, en déficit de 22% au bout de 15 ans de carrière par rapport à leurs homologues européens. L'annonce récente et purement médiatique, d'un Grenelle de l'éducation plutôt que d'une loi de programmation pluriannuelle est presque une insulte pour les personnels au bout de 4 ans de quinquennat. Enfin, nous regrettons le manque cruel de moyens consacrés au suivi de l'élève et au renforcement des fonctions support, pourtant essentielles pour lutter efficacement contre les inégalités scolaires. Je veux parler ainsi des RASED, des personnels de santé, qu'ils soient médecins ou infirmiers-infirmières, des CPE, des psychologues, des assistants d'éducation, mais aussi des moyens consacrés aux fonds sociaux. Quant à l'école inclusive, elle est malheureusement caractérisée par une approche quantitative plus que qualitative, et ce au détriment des personnels AESH et des enseignants référents, lesquels croulent sous les tâches administratives et doivent ainsi délaisser leur rôle premier, qui est l'accompagnement. Plusieurs de nos amendements déposés ont été déclarés irrecevables concernant l'EPIAL, la réforme du lycée professionnel ou l'ouverture des places des professeurs d'EPS au CAPCES 2021. Nous le regrettons. Je terminerai mes propos, Monsieur le ministre, en vous interrogeant au regard du contexte sanitaire sur les perspectives de la rentrée à partir de lundi prochain.
Les études internationales semblent de plus en plus nombreuses à identifier les écoles dans les chaînes de contamination. Sans préjuger des décisions qui seront prises à l'issue du conseil de défense, pouvez-vous nous indiquer quels sont les moyens envisagés en vue de combler les disparités constatées pendant le premier confinement et afin d'assurer la permanence des cours en cas de reconfinement ? En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède et parce que nous sommes inquiets, nous voterons contre ce budget.